À quelques jours de l'inauguration du nouveau data center de Diamniadio, zoom sur l'infrastructure dans E-Tech. Qu'est-ce que le centre de données va changer pour le Sénégal? Quel impact dans la gestion des données publiques? Peut-on envisager le rapatriement des données de Sénégalais à l'étranger? Quelle sensibilisation des populations? Pour en parler, le directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État, Cheikh Bakhoum, va aussi aborder l'emploi des jeunes et la construction du secteur numérique pour des solutions pérennes. À suivre ce dimanche 2 mai après les éditions de 7h et 12h. E-Tech, le magazine d'un monde qui change, présenté par Ousmane Gueye. Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous. Merci encore une fois pour la fidélité à E-Tech. Nouveau numéro, nouvel invité, Cheikh Bakhoum, bonjour. Bonjour Monsieur Gueye et encore merci pour cette invitation. Merci à vous surtout d'avoir accepté cette invitation. Directeur général de l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État depuis 2014. Auparavant, vous travailliez au Palais de la République aux côtés du président Macky Sall comme conseiller technique et chef du service informatique. Comme une bonne partie de nos compatriotes, vous avez poursuivi vos études à l'extérieur. Vous concernant, c'est la France avec un diplôme de l'École supérieure d'informatique électronique et automatique de Paris, une carrière dans le numérique inaugurée chez Accenture, un cabinet américain spécialisé dans la technologie, considéré comme la plus grosse entreprise de conseil au monde. Vous êtes même passé dans l'entrepreneuriat avant de retomber dans le salariat pour vous provoquer un peu. En quelque sorte, on reviendra naturellement sur le cœur de cette interview, l'inauguration prochaine du data center de l'ADIE à Diamniadio. Diamniadio où s'est tenu le conseil présidentiel sur l'insertion socio-professionnelle et l'emploi des jeunes. Quelle va être, pendant qu'on y est, Cheikh Bakhoum, la contribution de l'ADIE sur ce front de l'emploi? Alors, je pense qu'il faut d'abord saluer la démarche du chef de l'État qui a convié toute la jeunesse sénégalaise à travers toutes ses composantes pour échanger sur les problématiques liées à l'emploi. Je le rappelle, le problème de l'emploi, c'est un problème majeur pour notre continent, au vu de sa jeunesse, au vu vraiment du taux démographique qui progresse d'année en année. Et je pense qu'à ce niveau, il nous faut trouver des réponses structurelles pour vraiment régler ce fléau. Et je pense que le chef de l'État, en appelant les jeunes, a pu diagnostiquer vraiment l'ensemble des problèmes avec les représentants des jeunes issus des 14 régions et même d'une 15e région de la diaspora qui sont venus avec un certain nombre de solutions. Donc, parce qu'ils ont montré un peu les opportunités qu'il y avait dans leur zone et derrière proposer des solutions à l'État pour pouvoir investir dans un certain nombre de domaines, notamment au niveau de l'agriculture, au niveau de l'industrialisation, mais également avec le développement du numérique pour pouvoir aujourd'hui booster donc l'emploi des jeunes. Et aujourd'hui, sur ce dernier volet, le numérique, je pense qu'il y a énormément d'opportunités. Et notre pays a vraiment développer toutes ces années des infrastructures de dernière génération qui nous permettent d'envisager de pouvoir créer énormément d'opportunités d'emploi pour la jeunesse sénégalaise. Concrètement, au niveau de l'agence, nous avons une contribution importante parce que déjà nous sommes en train de mettre en place ce qu'on appelle les espaces Sénégal Service que le président de la République a déjà annoncé lors des conclusions de ce forum. Ces espaces seront un guichet unique pour l'État du Sénégal dans les 45 départements du pays. Donc ce guichet devrait permettre à l'usager du service public de pouvoir disposer de l'ensemble des services de l'État. Cette complexité que nous avons dans l'administration, on veut vraiment que ces espaces puissent être délégataires de cette complexité et permettre à l'usager vraiment de simplifier sa relation avec l'administration. Concrètement, dans ces espaces, nous aurons des opérateurs qui seront recrutés
on en aura à peu près 720 dans un premier temps, qui permettrait de faire fonctionner donc ces 45 espaces. Donc déjà la procédure pour le recrutement de ces opérateurs, c'est chargé de clientèle à démarrer. Les managers de ces espaces également vont être recrutés. Mais aussi dans ces espaces, nous avons une partie dédiée à l'incubation et à l'accompagnement des jeunes. Et à ce propos, nous avons déjà lancé une étude il y a de cela quelques mois qui nous a permis de pouvoir aujourd'hui vraiment lancer dès cette année un accompagnement des entreprises dans le domaine en tout cas qui les concerne, en utilisant aujourd'hui les technologies de l'information et de la communication pour vraiment booster leur activité. Et notre ambition avec ces espaces, c'est au minimum d'accompagner plus de 4600 entreprises avec la possibilité de génération de 15 000 emplois. Donc ça, c'est vraiment la volonté que nous avons à travers les espaces. Mais la première des choses, c'est qu'aujourd'hui, la mise en place du guichet unique de l'emploi avec le Pôle emploi, que ça puisse être une réalité dans les 45 départements du Sénégal. Et ça va donner quoi, ce guichet unique de l'emploi? Voilà. Donc, ce que nous voulons, c'est d'avoir donc un opérateur polyvalent qui devrait prendre en charge d'abord l'enrôlement du jeune, tel qu'il soit, qu'il soit à la recherche d'un emploi, à la recherche d'une formation, ou bien à la recherche d'un accompagnement pour être financé dans son projet. Une sorte de bureau d'accueil pour orienter un peu. Et à ce niveau, il y a énormément d'acteurs qui interviennent dans le secteur public. On s'y perdrait? Voilà, donc il y a l'ANPEJ, il y a l'ADER, il y a la 3FPT, il y a vraiment l'ADPME, l'APIX et toutes ces structures qui aujourd'hui accompagnent les jeunes, les startups, les petites et moyennes entreprises à se structurer, mais également en tout cas à accompagner ces entreprises à développer leur business. Nous, l'idée, c'est que l'ADIE va leur offrir une plateforme. Donc pour la première fois, nous aurons des espaces interconnectés en fibre optique sur tout le territoire national, donc avec une bande passante quasiment illimitée, donc avec surtout une plateforme intégrée et unique qui permet d'enrôler le jeune et tout de suite pouvoir lui créer un dossier et le suivre de bout en bout. Et avec ce guichet unique, l'ensemble des entités pourront intervenir directement sur le dossier du jeune sans pour autant qu'ils aient à se déplacer. Donc l'ANPEJ pourra faire les orientations qu'il faut, gérer un peu le projet, assainir un peu le business plan. L'ADER par la suite peut financer, ou l'ANPEJ s'il s'agit, ou la DPME s'il s'agit d'accompagner les petites et moyennes entreprises. Donc à ce niveau, je pense que aujourd'hui le dispositif va être opérationnel au mois de mai. Là, nous sommes en train de tester la maison témoin qui est à Colobane, qui est déjà opérationnelle. Et je vous y invite d'ailleurs pour pouvoir visiter et voir un peu quels sont aujourd'hui les dispositifs de dernière génération qui sont mis en place pour vraiment accompagner le jeune quand il va arriver et qu'on puisse de bout en bout vraiment lui donner les services qu'il faut pour vraiment répondre à cette problématique liée à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Ce guichet unique qui va sortir de terre, vous nous l'avez dit, à Colobane, est-ce qu'il va régler finalement ce problème pointé par certains observateurs lié un peu à une lisibilité du secteur? Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, il y a une multiplicité de fonds d'accompagnement, chacun effectivement avec sa particularité, mais il reste où il restait que c'était compliqué. Et ça, c'est ce qui ressort un peu du constat sur le terrain. Comment trouver l'information pertinente pour aller vers tel acteur plutôt que vers un autre? Avec ce guichet unique, il y aura une meilleure lisibilité aujourd'hui? Voilà, c'est ce que le président de la République a réglé comme difficulté. Comme vous l'avez rappelé, il y avait vraiment cette
difficulté à avoir la bonne information. Et il y a même des études qui disent que la plupart des jeunes n'ont pas réellement connaissance de la mission de ces structures. Donc aujourd'hui, en un seul point, donc c'est-à-dire vous allez dans l'espace Sénégal Service, vous n'avez plus à vous soucier de quelle structure va vous accompagner. On vous crée votre dossier et vraiment derrière, en back-office, ce sera transparent pour l'utilisateur. On va accompagner le jeune, quelle que soit sa demande. Donc c'est ça un peu le principe. Et donc vous vous posez la question de savoir où est-ce que je dois aller. Vous devez vous rendre dans ce guichet unique, vous devez vous rendre à l'espace Sénégal Service de votre département. Et après, ou même si vous avez peut-être un certain nombre de compétences pour pouvoir traiter votre dossier en ligne, vous pouvez aller directement sur le portail et faire votre dépôt directement sur le portail. Donc vraiment, nous offrons aujourd'hui une simplification de la procédure de gestion de ces questions et permettre vraiment à ce que le jeune puisse se retrouver assez facilement dans tous ces dispositifs qui sont mis à sa disposition. Mais pourquoi fallait-il que le chef de l'État fasse une énième sortie chez Bahoum pour que les acteurs se rendent compte que c'était pas très lisible, mais ça eux-mêmes le savaient? Est-ce que le principal problème ne réside pas dans le fait qu'au Sénégal, on veut tout attendre du grand patron? Alors, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Dans beaucoup de domaines, ces questions se posent. Ce n'est pas seulement la question de l'emploi, mais aujourd'hui, au vu des demandes qui sont pressantes de la part des populations, l'administration doit obligatoirement se réformer. Nous devons trouver des mécanismes pour être beaucoup plus agiles, pour être beaucoup plus proches des populations, et c'est cela aujourd'hui la volonté du chef de l'État. Et sur cette question, la réponse est trouvée. Donc la mise en place du guichet unique, et donc derrière que l'utilisateur, en tout cas le jeune qui vient dans cet espace, n'a plus à se soucier quelle est la structure derrière qui va l'accompagner. Donc on va mettre un mécanisme de telle sorte que, en fonction du profil du jeune, donc on va définir donc les structures qui vont l'accompagner. Avec la volonté évoquée par le président Macky Sall de fusionner un peu quelques fonds, ça avait fait l'actualité dernièrement. Finalement, ce guichet unique fait que la problématique devient caduque finalement, non? Je n'ai pas compris la question. Je dis que le chef de l'État avait fait part de sa volonté de réformer, de fusionner un peu quelques mécanismes d'accompagnement. Si je me trompe, c'était entre la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide, le fonds JIP et d'autres mécanismes. Et nous observons qu'avec ce guichet unique annoncé, finalement, le problème sera résolu et qu'il n'y aura plus besoin d'aller un peu vers cette fusion. Vous en pensez quoi, même si je précise aux auditeurs que vous n'êtes pas un spécialiste de l'accompagnement? Non, je pense qu'à ce niveau, le processus va continuer. Donc, le président l'a dit. Ce sera une suite logique. Voilà, aujourd'hui, il y a des urgences. On ne peut pas tout de suite vouloir supprimer des entités, les fusionner, etc. Ça peut prendre du temps. Maintenant, je pense qu'avec la mise en place de ce guichet unique, et ce guichet unique, je le rappelle, c'est pas avoir des représentants de chaque structure dans chaque point. L'idée, c'est d'avoir vraiment un opérateur polyvalent qui va pouvoir se connecter à un guichet unique, à une plateforme digitale pour pouvoir traiter n'importe quelle demande qui sera faite par un jeune Sénégalais. Et c'est ce qu'on aura dans ces espaces Sénégal Service, c'est ce qu'on aura également dans la plateforme digitale de dépôt des demandes des jeunes. Donc maintenant, sur la mutation institutionnelle dans le domaine de l'accompagnement de la jeunesse, je pense que cette réflexion va se poursuivre pour un peu rationaliser toutes ces structures qui ont en charge l'accompagnement de la jeunesse. À ce niveau, je pense que les acteurs sont unanimes. Il faut fusionner certaines structures, il faut vraiment rationaliser pour donner une meilleure visibilité à vraiment cette question.
Cheikh Bakhoum, directeur général de l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État du Sénégal, est notre invité ce dimanche sur e-Radio, informaticien en chef de l'État du Sénégal depuis 2014. Nous le recevons sur e-Radio ce 5 mai pour parler de la problématique globalement de l'emploi au Sénégal en partant du prétexte de l'inauguration prochaine du nouveau data center, le centre de données de l'ADIE. On y reviendra un peu plus tard après en avoir fini avec l'emploi, sauf que justement on n'en finit jamais avec l'emploi, particulièrement dans nos pays en Afrique. Quelques mots encore sur l'emploi. Vous avez été entrepreneur et je l'ai brossé rapidement en vous présentant Cheikh Bakhoum. Est-ce qu'aujourd'hui l'entrepreneuriat, par définition, ne rien attendre de l'État, en tout cas pas en termes d'embauche? Est-ce que l'entrepreneuriat pourrait être une alternative au chômage qui monte dans nos pays, au Sénégal principalement? C'est la seule solution pour régler le problème de l'emploi. Aujourd'hui, on a quasiment 5 millions de personnes. Et le chef de l'État l'a dit, l'État ne peut pas engager tout le monde. L'État ne peut pas et ne va pas embaucher tout le monde. Les deux. C'est clair. Donc aujourd'hui, pour avoir de l'emploi, clairement, il faut d'abord, je pense à mon avis, pour avoir vraiment la chance de décrocher un emploi au Sénégal, d'abord se donner les moyens d'avoir une bonne formation. Ça, c'est la base. Je pense que ceux qui ont une bonne formation en adéquation avec les besoins de l'emploi, ils ont beaucoup plus de chances de s'insérer. Maintenant, tous ceux qui ont arrêté leur formation très tôt, ou bien ceux-là qui ont fait peut-être des cursus qui ne correspondent pas au marché, il va falloir vraiment recycler toutes ces personnes. Il faudrait que l'État les accompagne à entreprendre, par exemple. L'État les accompagne vraiment à pouvoir s'insérer au niveau des entreprises en les capacitant sur des sujets qui intéressent ces entreprises-là. Et je pense que c'est ça que le président de la République a indiqué. Et aujourd'hui, tout le gouvernement est en train de travailler à ce que ces jeunes puissent disposer de formations à court terme et pouvoir très rapidement développer leur business. Que l'État puisse les financer, que l'État puisse les former, mais derrière, c'est à ces jeunes-là de prendre leur destin en main. Parce qu'il faut cela si on veut réussir. Parce que l'État ne va pas vraiment pouvoir trouver à tous ces millions de jeunes de l'emploi. Donc clairement, je pense que cette option, elle est aujourd'hui claire. Le chef de l'État a donné les instructions en faisant d'abord des efforts. Parce qu'aujourd'hui, c'est presque 65 000 jeunes qui vont être recrutés. C'est quand même pas rien, mais également en disant au secteur privé qu'aujourd'hui l'État va faire des efforts, d'abord sur la quote-part de l'État, État employeur, qui était à 1 milliard et aujourd'hui à 15 milliards. 15 milliards, mais également en incitant encore une fois ces entreprises qui parfois font du profit au niveau du Sénégal, de pouvoir recruter de manière vraiment substantielle pour que nous puissions résorber ce gap. Mais je sais que aujourd'hui, avec les efforts de l'État, plus les efforts du secteur privé, il restera quand même un gap donc extrêmement important de jeunes que l'entrepreneuriat pourra combler. Voilà, qui n'auront pas de possibilité de s'insérer à ces deux niveaux et qu'il va falloir vraiment accompagner à entreprendre. Mais sauf qu'entreprendre, vous avez été entrepreneur, Cheikh Bakhoum, ce n'est pas très simple. Quelqu'un d'autre dit, par exemple, on n'est pas contraint d'entreprendre, c'est un choix. Est-ce que le problème ne se situe pas à ce niveau, cette grande plongée dans l'inconnu? Oui, je pense que parfois, l'entrepreneuriat, on peut être contraint, comme ça peut être un choix. Un choix. Parce que clairement, les deux. Si on n'a pas d'emploi, on est contraint à entreprendre. C'est obligatoire. Pour votre cas, c'était comment? C'est important un peu qu'on connaisse un peu l'histoire de nos directeurs généraux. Pour votre cas, c'était comment? C'était un choix? Vous étiez obligé? Alors, pour moi, c'était vraiment une volonté personnelle que j'avais
d'abord de rentrer au Sénégal et ça ne m'intéressait pas trop vraiment de m'insérer dans une entreprise ou d'aller dans le secteur public. Pourquoi? Ce qui m'intéressait, c'est vraiment ce que j'ai vu en Europe, comment les choses se passaient, comment les entreprises vraiment développaient leur activité avec une certaine modernité. Vraiment, j'ai voulu tout de suite l'implémenter au niveau du Sénégal. Et ça s'est passé comment pour la suite? Donc, j'ai créé mon entité. Donc, j'avais quelques réserves que j'avais pu avoir quand j'étais en France. Et donc, j'ai commencé. Réserve de quoi? D'argent? Oui, d'argent principalement, pour pouvoir investir au Sénégal, créer une entité et recruter des ingénieurs pour commencer à développer des outils pour des entreprises privées à la base. Donc j'avais pris l'option de travailler pour des entreprises privées. Donc c'est comme ça que j'ai démarré. Donc ma volonté, c'était vraiment d'accompagner les entreprises du Sénégal à se doter de systèmes d'information performants pour booster un peu leur productivité. Et ça a marché? Voilà, sur certains cas, ça a marché. Maintenant, comme vous dites, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde parce qu'il y a énormément de difficultés. Des risques? Voilà, de risques et surtout au départ. Si on n'a pas l'accompagnement de l'État, si on n'a pas l'accompagnement en tout cas d'une banque, je pense que c'est très difficile parce que le problème, c'est la partie trésorerie. Si on n'a pas de fonds, il est difficile d'investir sur des outils où on a besoin parfois de recruter un certain nombre de ressources humaines pour développer un certain nombre de choses. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est clair que ce n'est pas facile d'entreprendre, mais quand même, à chaque fois que je me réveillais le matin, j'étais très enthousiaste. Je voulais vraiment que les choses marchent et je sais que tout reposait sur mes épaules et il fallait que je réussisse. Donc clairement, je ne me posais même pas la question de savoir si j'allais réussir ou non. Parce que clairement, il fallait réussir et je me donnais à fond. Et je pense que si ce n'était pas le fait d'avoir rencontré le président Macky Sall, rencontré le président Macky Sall, qui a tout gâché pour ce projet d'entrepreneuriat? Peut-être pas tout gâché, parce que moi, tout ce qui m'intéressait aussi, c'est servir mon pays. Comment je peux... La forme importait peu en fait. Comment je pouvais contribuer de manière significative au changement du Sénégal. Donc c'est ce qui m'intéressait, que ce soit dans le secteur privé comme dans le secteur public. Donc dans le secteur public, aujourd'hui, j'ai la capacité de pouvoir vraiment... impulser des changements, impacter réellement tout le pays à travers le numérique. Donc je pense que c'est un honneur qui m'a été donné par le chef de l'État. De mailler le territoire avec le numérique. C'est un honneur pour moi et je remercie encore une fois le chef de l'État de m'avoir fait confiance. Et aujourd'hui, vraiment, il a permis au Sénégal de disposer d'infrastructures de dernière génération. Aujourd'hui, entre le data center de Diamniadio qui va bientôt être inauguré, les espaces Sénégal Service, la fibre optique qui a maillé tout le territoire national et toutes les applications qu'on voit dans le domaine de la sécurité avec le Safe City, mais aussi la partie éducation avec le e-learning ou l'éducation en ligne qui est aujourd'hui une réalité dans toutes les universités sénégalaises et le développement de l'enseignement en ligne dans les écoles primaires et secondaires qui est aujourd'hui en phase test montre tout simplement que le Sénégal est définitivement entré dans l'ère du digital où nous voulons vraiment que le numérique impacte réellement sur la vie de nos concitoyens. Et je pense que ces 10 prochaines années, les Sénégalais verront tout ce qui a été fait dans ce secteur-là qui va réellement impacter nos vies. Parce qu'avec ces espaces Sénégal Service, celui qui avait, en tout cas, qui était né à Matam, qui était obligé parfois de faire tous ces kilomètres pour aller chercher son certificat de naissance, peut aujourd'hui, dans tous les
espaces Sénégal Service de l'ensemble des départements aller récupérer son document. Donc clairement, c'est une grosse transformation et dans tous les secteurs de la vie, que ce soit l'agriculture avec l'amélioration de la productivité, avec une meilleure connaissance de notre territoire, le Sénégal sera de plus en plus attractif et également les startups auront de plus en plus de capacité à développer des services à valeur ajoutée qui permettront au Sénégal de pouvoir définitivement décoller. En quelques secondes, vous parlez d'entrepreneuriat. Est-ce que l'environnement au Sénégal est favorable? Vraiment, en quelques secondes avant d'aller vers la pause. Tout à fait. Je pense qu'il y a tout à faire dans notre pays. Tout à faire. Et nous avons de très bonnes infrastructures de télécommunications. Nous avons des data centers. Nous avons une fibre optique disponible partout quasiment maintenant sur le territoire national. On doit peut-être faire quelques efforts sur la 4G et éventuellement l'entrée de la 5G sur la partie mobile. Mais clairement, aujourd'hui, la situation est extrêmement favorable pour développer son activité dans le domaine du numérique, et développer les startups dans notre vie sociale, économique et environnementale. Informaticien en chef de l'État du Sénégal, Cheikh Bakhoum nous rend visite à ITEC ce dimanche pour parler numérique naturellement avec pour prétexte, on y reviendra dans la seconde partie, l'inauguration du nouveau centre de données, je préfère centre de données à data center de l'ADIE. Une pause de 25 minutes pour écouter les dernières informations de ce dimanche et le retour de votre magazine sur iRadio. À tout de suite. De Paris à Pikine, autrement dit des allées de l'école supérieure d'informatique électronique et automatique à l'agence de l'informatique de l'État, que du chemin parcouru pour Cheikh Bakhoum, entrepreneur avant de travailler pour le compte du président Macky Sall, arrivé au pouvoir en 2012 parce que mon invité a dirigé un temps la cellule informatique du Palais de la République en sa qualité de conseiller technique. Aujourd'hui, Cheikh Bakhoum nous revient à la faveur de cette inauguration du nouveau centre de données, du nouveau data center de l'ADIE à Diamniadio. Beaucoup de choses annoncées à Diamniadio, Cheikh Bakhoum. On parle de l'ADIE, on parle du parc des technologies numériques, on parle du supercalculateur. On s'arrête d'abord sur votre événement à vous. On parle beaucoup de bientôt sur Internet, mais bientôt c'est quand pour l'inauguration? C'est après le Ramadan, comme l'a annoncé le chef de l'État. Mais après le Ramadan, c'est tout aussi imprécis. Oui, on n'a pas encore une date parce que c'est le président qui devrait fixer la date. Et dès que c'est fait, on va le partager avec le grand public. Oui, et maintenant ce data center, c'est quoi exactement? Un centre de données d'abord, faisons un peu dans la pédagogie. C'est quoi pour l'auditeur? Alors, pour faire très simple, un centre de données, c'est vraiment un lieu d'hébergement des données informatiques qui sont partagées par un certain nombre de structures et d'utilisateurs. Oui, maintenant on parle beaucoup, je vois que vous anticipez un peu la possible polémique, même si au Sénégal on n'en est pas encore peut-être à cette conscience écologique. Vous dites tout de suite c'est un centre de données très écologique. On le sait très bien, les centres de données consomment énormément. Pas très, mais sur Internet, j'ai lu sur les pages de vos pages ou celles de l'ADIE que c'est un centre de données qui sera écologique. Comment est-ce qu'il faut entendre cela? Pourquoi nous avons un centre de données écologique? C'est vraiment que nous avons des installations aujourd'hui dans le domaine énergétique qui permettent de baisser l'utilisation de l'électricité, notamment sur la partie climatisation. Nous avons un système cloisonné au niveau des centres techniques, au niveau donc des salles machines, donc un système de pods. Et dans ces pods, donc la climatisation arrive directement au niveau de nos installations. Donc ce qui nous permet d'éviter de climatiser vraiment toute une salle quand on sait vraiment ce que représente le coût de cette consommation
énergétique pour les data centers. Parce que c'est des salles qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un taux de disponibilité de plus de 99,99%. Donc ce qui vraiment, si on n'a pas des installations optimales, nous ne pouvons pas arriver à économiser de l'énergie. On a aussi quelques installations solaires au niveau du data center, ce qui nous permet vraiment de dire que nous avons essayé au mieux d'optimiser la consommation énergétique, ce qui en fait un centre plutôt écologique. Mais pourquoi pas le tout solaire? C'était quoi le problème? Alors, le tout solaire, aujourd'hui, ça peut être compliqué. Parce que clairement, pour avoir une centrale, en tout cas solaire, qui puisse faire fonctionner le data center 24 heures sur 24, il va falloir consommer beaucoup de panneaux solaires et clairement... et avoir beaucoup d'espace aussi, j'imagine. Beaucoup d'espace, cet espace-là, nous n'en disposons pas et donc on est allé plutôt sur une version hybride. Mais ça va changer quoi ce data center? D'abord, une première question sur ce volet-là. Vous en avez déjà un dans vos locaux à Pékin. Ce nouveau data center, il va changer quoi? Alors, le data center, il faut savoir que c'est pour la première fois que l'État du Sénégal a construit un bâtiment exclusivement dédié aux normes pour héberger ces données. Sinon, pour la plupart de nos administrations, ils disposaient de locaux techniques pour pouvoir faire l'hébergement de leurs données. Et très souvent, ces locaux techniques ne répondent à aucune norme en termes d'hébergement, en termes de vraiment qualité de cet hébergement, en termes de disponibilité en tout cas du service. C'est tout cela que nous avons considéré pour bâtir le premier data center aux normes exclusivement dédié à l'hébergement de nos données. Donc clairement, c'est une première pour notre administration et je pense que aujourd'hui, l'infrastructure que nous avons bâtie, c'est également une première dans la sous-région au vu de la qualité des travaux, au vu également de la taille, en tout cas des salles qui vont pouvoir accueillir les données de l'administration, mais également les données donc du secteur privé national comme international, parce que nous voulons bâtir vraiment un vrai modèle économique qui puisse placer le Sénégal comme un hub en termes d'hébergement de données dans notre continent. Avec les différents data centers des opérateurs, on avait conclu à une guerre des data centers au Sénégal. Avec vous, voilà qu'une nouvelle bataille s'ouvre? Oui, je pense que ça va mieux positionner le Sénégal pour pouvoir héberger les données des Africains, mais également constituer aussi une alternative pour toutes ces grandes compagnies comme les GAFAM de pouvoir héberger une partie de leur infrastructure au Sénégal. Et je pense que le secteur privé a aujourd'hui investi dans ce domaine et il faudrait qu'on investisse davantage pour rendre vraiment le Sénégal attractif, pour positionner le Sénégal comme un hub en matière technologique. Et sur ces data centers, c'est des vrais défis de souveraineté, c'est de vrais défis de prise en charge de notre développement. Parce que clairement, qui maîtrise la donnée, maîtrise l'avenir, maîtrise l'économie. Si nous laissons nos données entre les mains d'autres pays, mais forcément nous allons dépendre de ces pays. Nous devrons payer à ces pays-là pour avoir accès à nos propres données. Donc ce serait une aberration d'en arriver là. Donc il faut clairement que les États investissent
pour pouvoir garantir cette souveraineté, mais pour pouvoir aujourd'hui maîtriser, gérer ces données en fonction de nos objectifs. Parce que si nous voulons nous développer, il faut davantage avoir des données stockées dans ces centres de ressources et développer des plateformes qui permettent d'améliorer la qualité de notre vie. Oui, mais sauf que ce n'est pas aussi simple, vous le dites en toute simplicité, sauf que ça n'est pas très très simple. Comment convaincre les acteurs qu'il faut être sensible à la problématique de la souveraineté des données quand on sait que régulièrement des données hébergées par en fait, de façon de parler, nos politiques se rendent régulièrement à l'étranger dans un domaine par exemple médical, pour des raisons médicales, et amènent avec eux des données parce que c'est de hautes autorités. Qu'est-ce qu'il faut faire de ce point de vue? Bon, je pense que vous parlez de deux choses différentes. Donc, quand une personne se rend en France... Donc et qui n'est pas n'importe qui, une haute autorité par exemple. Oui, même si c'est une haute autorité, c'est un usager du service français. Donc, c'est le service français qui gère ces données comme il entend. Et qui doit s'assurer de leur protection. Voilà, donc ça, c'est la législation du pays qui est en vigueur. Donc là-bas, vous n'avez pas de marge de manœuvre pour gérer vos données là-bas. Maintenant, nous, on parle du Sénégal. Donc, ce qui serait une aberration, c'est qu'on puisse disposer d'un service aujourd'hui au Sénégal et ce service-là, en réalité, est managé à l'étranger. Ça, quand même, ça pose problème. Donc, c'est pour cela, je pense que nous devons être autonomes. Nous devons avoir nos propres infrastructures. Nous devons avoir nos propres services. Nous devons avoir nos propres data centers, héberger nos données au Sénégal. Et quand il y a des difficultés, on sait que tout va se passer ici. Mais si un jour, nous allons, en tout cas, héberger nos données dans un pays quelconque, et demain, on ne le souhaite pas, on a un problème avec ce pays, mais on n'a plus accès à nos données. C'est ce qui serait dramatique. C'est des problèmes de sécurité qui se posent. Donc, il faudrait vraiment que l'État investisse davantage dans ce secteur parce que demain, ce sera avec le numérique, parce que demain, il s'agira de manager des données, des milliards de données. Et si ces données ne sont pas à notre disposition, il va falloir, si ces données, on a besoin d'une autorisation d'une entreprise ou d'un pays donné, ce serait quand même dommage pour un État d'en arriver là. Et alors que moi je vois en voyageant en Afrique qu'il y a vraiment un risque dans ce domaine, dans beaucoup de pays. Heureusement que notre pays a compris très tôt et a investi sur des infrastructures de dernière génération qui nous permettent non seulement de disposer du service, mais de disposer d'un service de qualité. Oui, et comment d'ailleurs encourager Cheikh Bakhoum? Je rappelle que Cheikh Bakhoum, directeur général de l'ADIE, est notre invité ce dimanche sur e-radio. Comment faire en sorte que le rapatriement de nos données à l'extérieur se fasse maintenant que le Sénégal va disposer d'un énième façon de parler, d'un énième data center? C'est le premier data center aux normes de type Tier 3 pour l'État. Ah d'accord, et vous y tenez, il faut que ça soit compris comme ça. Non, il faut que ce soit ainsi. Parce que c'est un instrument quand même que le chef de l'État a offert au pays. Et il a surtout offert une infrastructure dédiée exclusivement à l'hébergement des données de l'administration, des données et des Sénégalais. Donc clairement, c'est quelque chose qu'on doit saluer, non? Sa vision, la vision du chef de l'État. Et vraiment, nous allons sensibiliser toutes les structures. Et parfois même, je pense que le chef de l'État devra prendre des mesures coercitives pour contraindre toutes les administrations à héberger leurs données dans les data centers
de l'État. Mais est-ce que ça doit être simple? Je ne vous apprends rien quand, par exemple, le chef de l'État faisait des sorties régulières pour interdire, ou en tout cas dissuader l'usage d'adresses mail privées pour traiter de données publiques des données de l'État. Est-ce que si ce problème-là n'est pas réglé, reste en suspens, est-ce qu'un autre défi pourrait être relevé sur ce thème de la souveraineté des données? Alors, une personne normalement qui travaille dans l'administration, dans l'État, devrait obligatoirement utiliser la messagerie de l'État pour, en tout cas, les dossiers qu'il gère dans le cadre de son métier et dans le cadre de l'administration. Et toute personne quand même qui utilise d'autres messageries est en porte-à-faux avec les règles de l'administration, avec les règles édictées par le chef de l'État et son gouvernement. Donc vraiment, à ce niveau-là, on constate toujours quand même des personnes qui utilisent des adresses e-mail qui ne sont pas des adresses du gouvernement, mais je pense qu'à ce niveau-là, nous allons continuer la sensibilisation parce que ces gens-là ne savent pas tout le risque qu'ils encourent, mais également toutes les difficultés qui peuvent subvenir. Parce que si vous utilisez une adresse email Gmail, Yahoo ou Hotmail, mais vous n'avez aucune maîtrise sur ce compte. Parce que quand vous avez une difficulté, vous allez vous adresser à qui? À Yahoo, à Google. Mais ils ne sont pas au Sénégal. Ça va être difficile d'entrer en contact avec ces gens-là. Et je pense que quand même nos États, les données qui transitent par le web, nous devons pouvoir vraiment les maîtriser. Et ça, on gagnerait à utiliser nos adresses mail professionnelles. Il y va même du professionnalisme des agents de l'État. Oui. Oui. Voilà, que va dire un étranger qui reçoit d'une autorité quelconque un mail avec une boîte Yahoo ou une boîte Gmail? Je pense que cette personne va se poser la question de savoir est-ce que réellement cette personne travaille pour le gouvernement. En tout cas, beaucoup de fois, on m'a interpellé sur cette question. Mais peut-être les gens avaient l'habitude de travailler avec la version physique, avec du papier, en écrivant des lettres. Mais il faut qu'ils savent que désormais, le mail est également reconnu. Que le mail, c'est comme une lettre, avec une signature, avec une personne qui émet. Vous êtes d'ailleurs certifié au passage sur la signature électronique. Oui, nous avons même institué la signature électronique pour ceux qui veulent vraiment encore davantage sécuriser leur mail. Donc clairement, nous avons les dispositifs qu'il faut. Maintenant, il faudrait que les autorités soient davantage sensibilisées pour vraiment que l'ensemble des agents de l'État utilisent leur messagerie professionnelle pour échanger. Oui, en même temps, certains membres de l'administration nous remontent parfois quelques difficultés d'accès à ces adresses mail professionnelles. Vous en dites quoi? Je pense que... Vous avez les mêmes informations, j'imagine. On vous a fait ces remontées. Bon, de toute façon, nous, on a ce qu'on appelle un support. Ce support permet de pouvoir recevoir l'ensemble des requêtes. Et c'est vrai, on reçoit des requêtes de la messagerie gouvernementale. Il peut y arriver qu'il y ait des problèmes. C'est quoi le problème ou c'est quoi les problèmes? Ce que nous notons, c'est parfois des oublis de mots de passe. Également pour des soucis liés à la sécurité, le mot de passe doit être changé régulièrement. Parfois, c'est une difficulté pour les autorités. Mais ça, c'est un souci de sécurité. Et à leur niveau? Et malheureusement, il faudrait que tout le monde s'y conforme. La messagerie gouvernementale, c'est pas la même chose que la messagerie, une messagerie commerciale, où il n'y a même pas un certain niveau de vérification.
Et ici, quand même, pour pouvoir se connecter à la messagerie, il y a un certain nombre en tout cas de critères qu'il faut remplir pour pouvoir l'utiliser. Donc, c'est des contraintes qui permettent vraiment de pouvoir garantir un certain niveau de sécurité à cette messagerie. Mais clairement, moi, c'est ce que j'utilise depuis plusieurs années et je n'ose pas, sur le plan professionnel, quand même, envoyer un mail autre que sur ce mail professionnel, en tout cas dans le cadre de mes activités. 5 minutes encore, Cheikh Bakhoum, directeur général de l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État du Sénégal, est notre invité ce dimanche sur e-radio. Nous parlons bien sûr de souveraineté des données de l'État en partant de l'inauguration prochaine du nouveau data center de l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État. De l'État, c'est différent? Il y a une... Oui. Pour l'ADIE, il faut que les gens fassent un peu la part des choses, je pense. Oui. Le président de la République l'a dit, ce data center, c'est un data center du Sénégal. D'ailleurs, ça s'appelle Centre de données du Sénégal. Donc, c'est vraiment pour toutes les administrations. C'est pour tout le Sénégal. Donc, toute entité qui aujourd'hui a des besoins en termes d'hébergement, ce CDS, comme vous dites, a les capacités de vous donner de l'espace pour l'hébergement. Donc, c'est ça un peu le principe de data center. Ce data center aussi vient rationaliser ce qu'on fait dans ce secteur. La quasi-totalité de nos administrations disposent de locaux techniques où ils font des achats de matériel, mais également maintiennent donc en tout cas ces plateformes. Et ça coûte beaucoup d'argent pour pouvoir maintenir tous ces logos techniques qui sont dans les différents ministères. Le coût, c'est combien d'ailleurs? Ça peut savoir? C'est plusieurs milliards en termes d'investissement. C'est plusieurs milliards en termes de maintenance, pardon. En termes de maintenance de ces infrastructures. Donc, si on rationalise tout, si on héberge toutes nos données au niveau du data center, vous voyez toutes les économies que nous allons faire concernant vraiment cette problématique liée à l'hébergement de données. On sera beaucoup plus efficace. On ne va pas aujourd'hui, quand même, du jour au lendemain, perdre nos données parce que nos centres ne répondent pas aux normes. Aujourd'hui, ici, on a deux arrivées d'électricité, 2 arrivées de fibre optique. Nous avons vraiment compartimenté le bâtiment avec une zone A exclusivement dédiée au bureau, une zone B dédiée à la supervision et une zone C où on a les salles machines pour pouvoir héberger donc nos équipements. Donc quand même, nous avons pu, grâce à une architecture moderne qui répond à la norme Tier 3, pu avoir un dispositif vraiment qui peut nous permettre d'héberger nos données avec un certain niveau de service. Je le rappelle, c'est un niveau de service qui va atteindre 99,99%. Donc, quasiment pas d'interruption pendant toute l'année. Donc, je pense que nous allons gagner en efficacité. Nous allons économiser pour le compte de l'État et nous allons surtout permettre à notre pays de se positionner comme un hub dans la sous-région. Oui, mais sauf que les autres institutions, des institutions déjà au Sénégal, des administrations, avaient déjà leur data center. Est-ce que ça ne fait pas un peu désordre? Voilà, l'objectif, c'est d'arrêter tout ça. L'objectif, c'est vraiment tous ces... Et que fait-on de ces infrastructures-là qui ont nécessité quand même de milliards? On en fait quoi? On les jette? On va tout migrer au niveau des centres de ressources de l'État. Et que chaque ministère puisse se concentrer sur ses missions. C'est ça l'objectif. Donc le ministère du Tourisme va s'occuper des questions du tourisme. Et vraiment, sur cette partie informatique, sur cette partie liée à l'hébergement, au transport de ces données, donc il y a une entité qui est chargée de cela. Cette entité-là s'appelle
l'Agence de l'informatique de l'État. Donc si toutes les structures vraiment se concentrent sur leur cœur de métier, je pense que nous pouvons aller plus vite dans la délivrance des politiques publiques que nous sommes chargés de mettre en œuvre pour pouvoir satisfaire les populations. Je pense que c'est ça la volonté du chef de l'État et nous devons tous nous y conformer. L'ADIE, dernière question, qui revend un peu sa surcapacité, un projet, on s'en souvient, un peu polémique au départ, avec notamment le ministère de l'économie numérique sous le magistère de Abdoulaye Bibi Baldé, si je ne me trompe. Aujourd'hui, ça donne quoi? Finalement, le projet-là, il passe parce qu'à l'époque, on vous opposait un peu la rigueur des textes réglementaires. Alors, les textes, je pense que l'ADIE, quand même, les respecte systématiquement. Et il n'y a pas du tout une possibilité pour nous de ne pas respecter les textes. Et à ce niveau-là, je pense que toutes les difficultés ont été levées. Et aujourd'hui, quand même, nous avons un partenaire qui a été choisi pour pouvoir gérer la maintenance de la... Rappelez le nom, s'il vous plaît. Le groupement, c'est le groupement ADS Tata. Donc, c'est un groupement qui a été choisi après un processus de sélection, donc pour pouvoir vraiment permettre à l'État du Sénégal de rentabiliser ses investissements. D'abord, le partenaire doit nous assurer un certain niveau de service, mais également le partenaire doit se charger de vendre la surcapacité dont nous disposons. Donc le groupement a gagné. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase qu'on appelle la phase de rectification. Donc c'est la première année où on doit de manière exhaustive répertorier toute l'infrastructure et ensuite maintenant passer à la phase où nous devons rectifier les zones où on a des coupures, où on a des difficultés à faire fonctionner l'ensemble des paires de fibres pour ensuite maintenant donner le service aux opérateurs titulaires de licence, aux fournisseurs d'accès Internet pour qu'ils puissent vraiment être un peu partout au Sénégal grâce à la fibre que nous avons déployée dans tout le pays. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Rendez-vous prochainement pour revenir un peu sur ce data center et toute l'actualité en lien avec le numérique au Sénégal. Merci encore Ousmane pour cette invitation. Je remercie tous ceux qui nous ont écoutés, mais également vous félicite pour cette émission que nous suivons chaque fois. Merci. Mais également nous vous donnons rendez-vous très prochainement au niveau du data center de Diamniadio pour faire certainement là-bas une émission et potentiellement aller au niveau d'un espace Sénégal Service où nous pourrons aussi expliquer aux populations donc l'enjeu de tous ces mécanismes qui sont aujourd'hui mis en place par le président de la République. Rendez-vous pris au pluriel. Merci beaucoup, Cheikh Bakhoum, directeur général de l'ADIE. Notre invité ce dimanche sur e-radio. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Excellent dimanche et excellente semaine.